Musique Info, celui que je reçois aujourd'hui, ne se contente pas de slammer des mots. Poète de l'exil et gardien de la mémoire, il est l'un des pionniers du slam au Mali, né à Abidjan, mais profondément enraciné dans la culture malienne. Il fait du verbe une arme. Fondateur de Laboratoire, il nous offre des textes puissants comme Tunga et Dungare, mêlant français, Bambara et Dioula avec une rare élégance. Son slam est un miroir tendu à la société, un appel à la conscience. Abdul Aziz Kone dit Aziz Sitenka. Bonjour, bienvenue sur Envol 91. Bonjour, ça fait un plaisir pour moi d'être sur vos ondes et partager toute la richesse culturelle du Mali et partager aussi toutes les expériences que j'ai eu à acquérir durant tout mon parcours artistique. C'est un plaisir de partager avec vous. Merci de votre disponibilité. J'ai reçu le samedi dernier Tesco le verbe du Togo qui m'a expliqué ce que c'est que Tesco. J'ai vu ici Sitenka. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient ce nom? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, Tesco, c'est un grand ami que j'ai eu à plusieurs fois invité au Mali. Il m'a eu aussi à m'inviter aussi au Togo. Et donc, Sitenka, Siten, c'est mon village. Le cas, dans ma langue en bambara, ça veut dire la provenance. Donc, celui qui vient de Siten, on l'appelle Sitenka. Donc, je suis Sitenka. Donc, c'est une manière un peu pour montrer un peu l'originalité, mon origine, d'où je viens. Et voilà. Ok, qui dit Sitenka dit slam. D'où vient votre passion pour le slam? Bon, le slam pour moi, d'abord, je suis une personne, un artiste qui est beaucoup passionné par l'écriture. Et donc, j'ai fait un bac littéraire et en plus encore, aussi, je viens d'un pays qui est un pays de brassage ethnique et puis qui est un pays oratoire. Tous ceux qui connaissent le Mali savent que le Mali est un pays de griots. Donc, la parole orale est vraiment très forte chez nous. Donc, ça a été déjà une grande transmission de père en fils, là, du griot. Et aussi, il y a eu aussi les commandos qui sont les chasseurs de parole. Donc, bercé aussi par cette culture-là, ça m'a vraiment donné cette envie-là, vraiment de retracer toutes mes actions culturelles à partir de la poésie et jusqu'à ce que j'arrive à faire la rencontre avec le slam. Et ça, c'était en 2008, en écoutant une slameuse béninoise sur la chaîne RFI. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le slam. Alors, votre passion pour le slam, c'est d'abord une passion pour l'écriture. Et depuis que vous étiez à l'école, vous avez commencé déjà à écrire? Tout à fait. C'est ça. Ok, maintenant, on parle aujourd'hui du slam. Beaucoup ne le savent pas, mais le slam, c'est près de 40 ans depuis que ça existe. Ça a commencé aux États-Unis. Comment vous voyez l'évolution du slam dans votre pays et dans le monde? Oui, donc, à vrai dire, dans mon pays, d'abord, il n'y avait pas le slam. Comme je dis, c'était d'abord l'art de griot qu'on rencontrait. On rencontrait aussi les chasseurs de parole. Et maintenant, le slam, à vrai dire, au Mali, ça a commencé en 2006. C'était à l'occasion du festival Étonnant Voyageur. Et c'était là que, pendant ce festival, nous avons entendu parler d'islam. On a bénéficié des ateliers d'écriture. Et à partir de là, maintenant, on a eu à se regrouper en association, dont la première association s'appelait Aslama, l'association des slameurs du Mali. Et après, moi j'ai créé Agouratoire, qui était plus diversifié dans les actions culturelles. Et ça a donné maintenant beaucoup d'actions culturelles, notamment le championnat national de slam qu'on appelait le Massa Slam. Et il y a eu le slam class qui est l'apprentissage du slam en milieu scolaire. Et après, on a créé le festival international de slam EIMU.
Et toutes ces actions réunies autour de la maison Agoratoire dont j'ai fondé, qui a permis encore à propulser davantage l'islam au Mali et qui a permis encore à beaucoup de jeunes dans les régions et même dans la capitale de participer aux compétitions et à créer vraiment le profil artiste en eux en tant que slameur. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui slament et beaucoup de regroupements de jeunes au Mali, voilà, qui se sont vraiment investis dans ce genre musical. Et aujourd'hui, c'est un grand succès. La poésie, le slam, est-ce que vous estimez que le slam vient en appui à la poésie? Bon, déjà, le slam même, c'est déjà de la poésie. Et tu peux pas faire du slam sans faire de la poésie. Donc, nous, en essayant d'expliquer un peu le slam, on dit que le slam, c'est une nouvelle manière, c'est une autre manière de faire de la poésie. Tu vois? Donc, le slam, c'est déjà de la poésie. Et maintenant, la poésie sur scène, la poésie déclamée, et voilà. Est-ce qu'il y a la même rigueur dans le slam que dans la poésie? Parce que c'est très rigoureux au niveau de la poésie. Bon, on donne aussi une autre définition au slam, comme on dit, le slam est venu pour démocratiser la poésie. Parce que, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le père fondateur, comme on appelle Kelly Smith, lui, il a voulu vraiment briser un peu les barrières classiques de la poésie pour permettre un peu à tout un chacun d'écrire de la poésie, même si tu n'es pas parti à l'école. Parce que nous, on se disait, faire de la poésie était vraiment résumé à ceux qui sont allés à l'école, avec les règles. Donc, maintenant, lui, il voulait vraiment que tout le monde puisse participer à la poésie écrite, même si tu n'as jamais été à l'école. Par exemple, Kelly Smith, lui, c'était un ouvrier poète. Tu vois, donc c'est comme ça que c'est venu. Donc, tout le monde, maintenant, même si tu es un ouvrier, tu es un charpentier, l'objectif, un peu, le slam, c'est un peu l'expression de soi. Donc, tu peux faire une poésie slam sans même faire de rime, sans même mettre des figures de style dedans. Mais l'objectif, c'est de s'exprimer, c'est de s'extérioriser, c'est de donner ce que tu ressens à ton public. Et c'est ça la partie la plus très avantageuse dans le slam. Ah, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris vos explications, mais pour les puristes, est-ce que en démocratisant la poésie, on ne perd pas en qualité? Non, je pense qu'on ne perd pas la qualité. La poésie dans sa classique reste toujours dans sa classique, dans son champ de classique. Mais nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous on essaie de jouer sur les deux aspects. Imagine, moi je n'écris pas du slam sans faire de rime. Je ne fais pas de slam sans utiliser des métaphores parce que ces règles-là viennent encore pour embellir encore ton slam, tu vois. Donc, je pense que, au contraire, c'est un atout pour le slam. Ouais. Mais ce qui est plus important aussi, c'est de faciliter aussi l'expression à tout un chacun. Je pense que le slam vient imposer cela de façon libre, de façon démocratique, et c'est ça. Mais quelle explication pouvez-vous donner à ceux qui pensent que le slam est une forme d'expression qui prime la forme sur le fond? Moi, je pense que c'est exact. Parce qu'aujourd'hui, le slam est... On ne s'attaque pas trop à la forme. C'est vraiment le fond. C'est de vraiment partager quelque chose à quelqu'un dans un moment clé, qu'il puisse comprendre le message que tu veux véhiculer. Donc, je pense que nous, c'est vraiment ça, l'expression de soi. Quelles sont les qualités d'un bon slameur? Les qualités d'un slameur? D'un bon slameur. Il y a slameur et bon slameur. Bon, moi personnellement, je dirais pas qu'il y a un bon slameur ou il y a un mauvais slameur. Alors, excusez-moi, je n'ai pas dit mauvais slameur, j'ai dit slameur et bon slameur.
c'est ce que je dis. Moi, déjà, un slammer, il est déjà bon. Parce qu'une personne qui prend le temps d'écrire sa pensée, de partager sa pensée, et c'est déjà beau. Donc la poésie a été faite de telle manière belle et que le slam vient encore enrichir encore cette beauté. Ça ne peut qu'être belle et beau davantage. Donc tous les slammers sont bons. C'est ce que je pense. Oh, ok. Est-ce qu'il était plus facile d'embrasser cette carrière de slammer vu que l'Afrique est un continent, comme vous l'avez souligné au début, dominé par l'oralité? Bon, c'est simplement, moi je me dis que j'ai toujours dit, c'est vrai que Mac Kelly Smith a envoyé cet espace, cette nouvelle expression de dire la poésie dans les années 80 aux États-Unis qui s'est propulsée partout dans le monde. Mais l'Afrique reste toujours le berceau de la parole. Tu vois, on a eu Amadou Ampateba qui ne cessait déjà de nous partager certaines paroles profondes du Mali. Donc, je dis que l'Afrique vraiment est le berceau vraiment de l'art oratoire, particulièrement le Mali. Donc, je veux dire que le slam a existé chez nous depuis des années. Tu vois, quand je prends l'exemple, par exemple, sur le Koumandoso. Chez nous, au Mali, quand on dit Koumandoso, c'est le chercheur de paroles. Et chaque phrase qu'il prononce, c'est plein de sens et de rythme. Et qui sensibilise et qui permet vraiment de nourrir vraiment la conscience humaine. Ok, bon, là, vous étiez là au début de l'avènement du slam au Mali et vous êtes même un pionnier dans ce domaine. Et comment les gens ont accueilli l'arrivée de cette forme d'expression chez vous au Mali? Bon, sans vous le mentir, mais au départ, c'était vraiment difficile. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au conservatoire encore du Mali, quand il y avait des projets artistiques que je proposais, le slam, les gens disaient islam. Tu vois? Au départ, on était confrontés vraiment à ça. Donc, les gens pensaient que c'était de l'islam et donc c'était compliqué. Mais à force de dire que non, c'est pas de l'islam, mais c'est de la parole, c'est de la poésie, et je faisais des exemples, et c'est comme ça qu'on a pu vraiment intégrer le slam dans les projets culturels du Conservatoire du Mali. Et j'ai eu même la chance d'être sélectionné par un programme américain qu'on appelle Fusion Art Exchange pour aller aux États-Unis en 2009. Et dans ce grand programme, il y avait plusieurs pays qui étaient représentés, et moi j'étais le seul slammer. Et je pense que ça donnait encore beaucoup plus d'ingrédients un peu dans les échanges culturels. Et donc je pense que ça a été vraiment très difficile au Mali, mais à force d'insister, à force de proposer des bons projets, et le peuple a fini par se résigner. Et les programmes gouvernementaux, y compris les organisations internationales, ont commencé à subventionner, notamment l'Institut français, etc. Et aujourd'hui, le slam, à côté du rap au Mali et à côté de la musique même malienne aujourd'hui, atteint vraiment un seuil très élevé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un événement au Mali où on n'appelle pas un slammer. Donc je pense qu'on a gagné vraiment ce combat-là pour nos petits frères. Une petite pause, on revient tout de suite après.
Vous êtes sur Envol 91 FM. Vous suivez Musique Info. Aujourd'hui, nous recevons Sitenka, le slameur malien, pionnier de ce mouvement dans son pays. Alors, Sitenka, vous ne vous contentez pas, comme je le disais, de slammer. Vous prenez aussi des initiatives pour impliquer davantage de jeunes dans ce mouvement. Parlez-nous un peu de l'agoratoire. Je pense que quand j'étais au conservatoire, le fait vraiment déjà de participer à un programme américain aux États-Unis où on nous a beaucoup appris l'industrie culturelle, l'entrepreneuriat culturel. Et donc, quand je suis revenu au Mali, avant même de finir le conservatoire, ça m'a déjà donné l'envie de déjà entreprendre et d'être indépendant et d'être déjà de gérer vraiment du projet. Donc c'est là que j'ai créé Agoratoire au conservatoire avec mes amis des autres disciplines artistiques. Et à partir de là, maintenant, on a essayé de mettre en place déjà les ateliers d'écriture dans les écoles, comme on appelait Slam Class. Et à la suite de ça, on a mis en place aussi les compétitions nationales de slam. Et donc, on a eu déjà 10 générations qui ont eu à participer aux Coupes du Monde de Slam. Donc, il y a même la dernière Coupe du Monde de Slam qui a eu lieu de l'autre côté du Mexique. Le Mali a participé. Donc, on était vraiment dans ce plan-là. Essayer de propager davantage le slam et essayer vraiment de créer de nouvelles générations de slam et à travers les actions culturelles. Donc, le Slam Class, le Massa Slam, qui est la compétition nationale de slam. Et en 2014, on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'on a des actions ponctuelles de slam et qui permettent vraiment de former les jeunes et mettre les jeunes un peu dans des positions où on participe à des événements à l'international. Mais c'est important aussi que nous ayons aussi un festival qui peut nous permettre aussi de ramener des slameurs au Mali et pour donner encore plus d'engouement au mouvement slam au Mali et permettre aussi aux slameurs maliens de créer des connexions sur l'international. C'est là qu'on a lancé le Festival international de slam et d'humour en 2014. Et c'est parti. Et jusqu'en 2018, on s'est dit c'est important vraiment de maintenir le Festival de slam, mais c'est important aussi de se diversifier vers d'autres actions sociales. Donc c'est là qu'on essaie de prendre l'inclusion sociale comme un bouclier pour nous et comme une force dans les actions sociales de Agoratoire. C'est là on a permis maintenant aux personnes en situation de handicap de participer dans nos projets, dans nos compétitions et jusqu'à ce qu'on puisse même aller aux Pays-Bas à participer à des compétitions d'inclusion. Et voilà, donc. Et puis, on a créé aussi un centre culturel qu'on appelait la Maison Agoratoire. Et donc, on a doté déjà un studio d'enregistrement appelé le studio Sek Tidiane Sek. Et pour permettre déjà d'enregistrer en même temps les jeunes qui voulaient vraiment entamer une carrière artistique, de les enregistrer au studio et continuer dans notre objectif d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons enregistré 5 jeunes qui ont fini leur album. Et nous persévérons toujours dans ce sens d'entrepreneuriat, de créer encore des jeunes qui sont plus aptes déjà à embrasser le slam comme un vrai métier et pour nourrir leur âme. Et justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que le slam peut nourrir son homme? Ces jeunes-là qui enregistrent des albums, est-ce qu'ils peuvent vivre de ce qu'ils font? Bien sûr, ils peuvent vivre de ça. Parce que aujourd'hui, nous, quand on commençait, il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas les Spotify, les Deezer, il n'y avait pas de plateformes de distribution. Nous, quand on commençait, mais je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils ont de la chance. Aujourd'hui, il y a des plateformes où tu peux créer ton compte, tu peux commercialiser ta musique sur le champ et tu as les revenus directs. Donc, je pense que c'est vraiment une chance déjà de vendre la musique en ligne. Et donc, je pense que nos jeunes arrivent vraiment à nourrir leur âme par rapport à l'art qu'ils font et pas seulement l'album. Ils sont bookés dans des cérémonies, dans des festivals, dans des activités du gouvernement, etc. Donc, beaucoup arrivent vraiment à s'en sortir et à vivre vraiment de ça.
Et moi-même, personnellement, je suis un exemple d'islam. Moi, quand je quittais l'université, c'est vrai, j'ai eu à faire des stages dans des entreprises, mais j'ai jamais travaillé avec mon diplôme. J'ai toujours continué avec l'islam et avec des actions culturelles qu'on essayait de mettre en place avec Agouratoire. J'avais mon salaire et je continuais à travailler dedans. Et je peux dire que moi, je suis un exemple palpable. Donc, l'islam m'a permis de me construire et de fonder ma famille. Et je continue toujours dans ce rêve. Au-delà du Mali, comment voyez-vous l'évolution du slam en Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, l'islam en Afrique de l'Ouest, pas seulement l'Afrique de l'Ouest, en Afrique, a atteint un point très, 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 très élevé. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays en Afrique où il n'y a pas d'islam. Donc, les 10 ans, déjà, il y a une très grande évolution de l'islam en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Ouais. Alors, aujourd'hui, dans toutes les compétitions internationales, l'Afrique participe à 90% dans les compétitions internationales de slam qui sont organisées chaque année. Bon, vous êtes un slam très impliqué dans le social et en accompagnant les jeunes. Dans Tunga, vous évoquez les désillusions des jeunes Africains en lien avec l'immigration. Est-ce qu'il s'agit d'un vécu personnel ou de celui des autres jeunes Africains? Bon, c'est pas un vécu personnel. Ben moi, d'abord même, je suis un immigré. Quand je dis je suis un immigré, c'est vrai, je suis originaire du Mali, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, je me trouve comme un immigré. Et je pense que tout le monde, nous sommes tous des immigrés parce qu'on est appelé toujours à partir d'un point B d'un point A à un point B. Mais ce qui m'a beaucoup plus motivé vraiment à produire l'album Tunga, qui est l'immigration, c'est quand je suis allé faire l'université au Mali et j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui est très très importante pour moi. Elle s'appelle Aminata Dramane Traoré. Elle était ancienne ministre de la Culture au Mali. De cette dame-là, elle avait une vision par rapport à l'immigration. Donc, en lisant ses œuvres, elle a écrit Migrance, elle a écrit plusieurs œuvres qui touchent vraiment l''immigration. Donc, quand je lisais ses œuvres, et puis les actions qu'elle menait aussi au Mali, je m'impliquais et j'attendais des témoignages des gens qui sont allés vers l'immigration clandestine et qui sont revenus et qui racontaient un peu leurs histoires. J'étais vraiment très infligé et très abattu. Donc, tout ça, ça m'a permis vraiment de initier l'album Tunga et parler vraiment des vécus des jeunes Africains qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Beaucoup perdent leur vie. Donc, je me dis qu'il y a une autre manière de le faire et pas à utiliser une voie jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à perdre notre vie. Parce que la vie, elle est sacrée. Donc, il faut la préserver. Donc, moi, c'était un moyen pour moi aussi de conseiller les jeunes et de lutter contre l'immigration clandestine. Voilà. Donc, je peux dire, Aminata Dramane a été vraiment une personne motivatrice vraiment pour moi et pour cet album-là. Les auditeurs peuvent ne pas le connaître, mais vous êtes très très prolifique. Vous avez à votre actif plus de 5 ouvrages, c'est ça? Disons, personnellement, j'ai fait l'ouvrage Dungaré, qui est le projet en même temps de mon deuxième album qu'on appelle Le Miroir. Et maintenant, avec Agouratoire, on a écrit l'anthologie malienne d'Islam Poésie. Et c'était vraiment un devoir pour moi, un devoir de mémoire, étant l'un des précurseurs de l'islam au Mali, et retracer toutes les difficultés, toutes les prouesses que nous avons eu à faire jusque-là. Et après l'anthologie malienne de Slam Poésie, on a écrit l'anthologie des femmes slameuses du Mali, et bien sûr avec la participation des pays des amis du Mali. Et après ça, on a fait maintenant le Slam Class. Le Slam Class qui est en même temps un livre
de recueil de slam poésie des enfants qui ont eu à participer dans les ateliers de slam class dans les écoles. Mais en même temps, un guide pédagogique qui permet l'enseignement du slam aux scolaires, dans les écoles et comme aussi dans les centres culturels. Voilà, donc je peux dire, avec Agurato, on a 3 œuvres. Et moi, personnellement, j'ai une œuvre qu'on appelle Dungare, donc ça revient à 4 œuvres. Ouais, et Dungare, dans cet ouvrage, vous faites une sorte d'introspection. Parlez-nous un peu de ça. Vous dites, je fais quoi? Répétez, s'il vous plaît. Une introspection. Ah oui, tout à fait. Moi, je me suis assis une fois, je me suis dit, c'est important. Il y a pas, je peux dire, la majeure partie des pays africains ont été colonisés. Et étant aussi un panafricain, on a toujours vu que malgré qu'on a beaucoup de pays africains ont eu leurs indépendances, mais on est toujours sous la domination occidentale. Et donc, on s'est dit, c'est important aujourd'hui que nous, les jeunes Africains, parce que l'avenir d'un pays repose toujours sur la jeunesse, c'est important que nous fassions déjà un regard rétrospectif déjà sur notre pays et sur même le monde même le monde actuel et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et comment nous en tant que jeunes nous pouvons nous situer vraiment dans cela. C'est là que j'ai initié Dungare où je dis Dungare ce n'est rien d'autre que le miroir. Et on a vu que le miroir c'est toujours quand tu te regardes dans le miroir tu as le reflet et tu as une image dont tu penses que c'est l'image réelle, mais c'est toujours une farce. Donc on s'est dit que c'est important pour nous aujourd'hui de ne pas continuer de se voir sur des phases négatives, mais de se voir sur des phases positives. Vous voyez un peu. Et par exemple, en prenant le cas de l'immigration, c'est bien d'aller en immigration, c'est bien d'aimer, de voyager, de sortir, mais c'est important aussi de voir aussi les richesses culturelles que nous avons, que ça soit culturel, que ça soit sur tous les plans, mais c'est important de voir qu'est-ce que nous pouvons développer aussi dans notre pays et pour permettre aussi à notre pays de se développer. Voilà. S'agissant de l'anthologie malienne de slam poésie, est-ce que les Maliennes s'intéressent vraiment au slam? Alors, bien sûr, les Maliens s'intéressent aujourd'hui beaucoup au slam parce que le combat que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat qui n'a pas été vain. Les Maliens s'intéressent beaucoup. Au contraire, je peux même dire que l'anthologie a permis vraiment de mettre en place quelque chose qui ne va jamais disparaître, au moins de tracer déjà une histoire de l'avènement du slam au Mali et aussi la prospection aussi du slam au Mali. Je pense que ça a été vraiment un projet très important et qui a permis vraiment de donner une direction encore au slam au Mali. Et aujourd'hui, comme je vous disais dans mon interview, au départ c'était une association, après c'est devenu 2 associations. Aujourd'hui, on a une dizaine d'associations de slam au Mali. Donc et pour nous qui avons commencé, nous les devanciers, c'est une fierté. Et voir encore que nos jeunes slameurs continuent à briller sur l'international, c'est encore un avantage pour le slam malien. En tant qu'aîné, quel conseil pour un jeune qui souhaite se lancer dans le slam aujourd'hui? Bon, moi je pense que que tu aies fait un bac littéraire ou bien que tu n'aies pas fait de bac ni rien, je pense que tout le monde peut faire du slam. Seulement, il faut avoir quelque chose à partager, quelque chose à donner. Et parce que le slam, ce n'est que le donner et le recevoir. Donc, il faut juste se lancer, il faut juste avoir l'envie de vraiment d'écrire. C'est important, ça c'est la première phase, d'écrire et de partager quelque chose à ton public. Et les choses vont se dessiner facilement. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien et bon, là, on va un peu improviser. Nos auditeurs aimeraient vous entendre dans un slam qui résume votre vie, votre œuvre. Bon, avant de faire ce slam-là, je voulais parler aussi de mon actualité parce que Oui, bien sûr. Non, mais on peut faire ça après l'actualité en dernier. Okay. Ok, bon, j'ai un slam que j'aime beaucoup bien.
que j'aime beaucoup bien. Ça parle de l'univers rouge. C'est un slam que j'ai beaucoup aimé. Et quand je commençais le slam dans les écoles, c'est ce slam-là que je partageais à des enfants. Mais allez-y pour le public, pour nos auditeurs. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. La douleur s'annonce quand le cœur se couche. La haine s'exhibe quand l'espoir est parti. L'espoir est né quand les mots se sentent trahis. Le rouge, le malheur des bonheurs. Dans la galère, je me suis fait couper 2 artères. Gauche, droite, droite, gauche. Mon sang rouge symbolise la mauvaise phase de ma phase. Ma vie, elle est faite de vers et de phrases. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. Le rouge génocide, suicide de l'Afrique. Noué des chaînes de l'esclavage, je me sens meurtri. Au fond de mon âme, je saigne, toute peine. Victime des programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Mon pays, le Mali, n'est plus qu'un PPTE. Pays pauvre, endetté jusqu'aux pieds. Je suis endetté de la tête aux pieds. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à là. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. Mon sang rouge symbolise le pouvoir, l'énergie, la force de combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang rouge. L'univers rouge, le rouge bouge tout jusqu'à la souche. Merci. C'était Sitenka sur nos ondes, sur les ondes de Envol 91. Alors, maintenant, parlez-nous de vos actualités. Quels sont les projets en perspective pour terminer l'entretien? C'est ça. Comme je disais, je suis maintenant basé à Montréal. Et donc, je continue ma carrière artistique. Bon, je me suis basé vraiment ici parce que Montréal, je peux dire c'est le tremplin, c'est un peu de la culture où il y a beaucoup de vibrations culturelles ici au Canada. Voilà pourquoi j'ai vraiment choisi Montréal. Et donc, j'ai créé déjà une organisation culturelle ici qu'on appelle l'Arbre Agoratoire. Et donc déjà, on se prépare déjà à mener des différentes actions, des ateliers d'écriture au niveau de Montréal et aussi à initier aussi des scènes de slam. Et aussi à relancer aussi à mettre en place aussi le festival international, le slam du Mou de Montréal. Et voilà, donc il y a beaucoup d'actions vraiment qui vont venir. Ça, c'est par rapport à l'association Lab Agoratoire. Mais là, personnellement, le 17 juillet, je serai sur le festival Nuit d'Afrique. Et le 23 août, je serai sur le festival Africain, qui est un nouveau festival qui est lancé. Et voilà, pour l'instant, voilà mes actions culturelles. Et le lundi, je vais lancer déjà mon single que j'ai fait ici à Montréal sur Québec, ça fait plaisir. C'était une manière pour moi aussi de dire merci au Québec, voilà, avec ce brassage culturel et comment la culture malienne arrive vraiment à créer une place dans la culture québécoise. Donc j'ai fait Québec, ça fait plaisir. Et le 23, on va lancer le clip et on va fêter la fête nationale du Québec en beauté et avec le slam. Merci beaucoup, Sistenka, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je remercie nos auditeurs qui étaient, j'espère, contents. Alors, un message pour les Maliens qui sont ici à Winnipeg et un peu partout au Canada. Bon, moi, je voudrais dire à tous les Maliens du Mali et plutôt du Canada, Winnipeg, particulièrement de Montréal, et voilà, de rester toujours connectés sur la radio déjà, qui nous donne vraiment, qui nous permettent vraiment de passer des bons moments à travers nos actus culturels du pays et aussi à continuer aussi à soutenir le pays. Et c'est important. Et je salue aussi tous les Québécois et tous les Canadiens, voilà, qui ouvrent vraiment une grande porte déjà à l'inclusion culturelle. Et c'est important, ça fait plaisir. C'est ça. Merci, Sistenka.